Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de juillet et j'ai quand même 5 livres à vous présenter donc on commence tout de suite. Le premier livre dont je vous parle c'est L'Enfant Allemand, le 5e tome de la saga de Camille Lagerberg aux éditions Babel Noir. Donc c'est la saga principale avec Erika Volk et Patrick Edstrom, une saga que j'adore et dont je vous parle beaucoup puisque je la poursuis à chaque fois. Donc là le tome 5, j'ai beaucoup aimé ce tome 5 puisqu'on retrouve enfin Erika, donc l'un des personnages principaux qui était assez peu présente dans les 3 derniers tomes puisqu'elle était maman, enfin elle est devenue maman, donc elle était enceinte puis après il y a eu le congé maternité. Dans ce tome-ci elle reprend enfin le travail, son travail de romancière, donc elle a un nouveau livre à écrire mais elle a beaucoup de mal à se concentrer puisqu'elle a fait une découverte dans son grenier, une découverte parmi les affaires de sa défunte mère, Elsie. Elle a découvert notamment une médaille nazie enveloppée dans un linge pour bébé souillé de sang séché et tout un tas de journaux intimes appartenant à sa mère qu'elle a écrits quand elle était adolescente dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors vous allez vous en douter au vu du titre et de la couverture, on va parler de nazisme et de Seconde Guerre mondiale, mais d'un point de vue suédois, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Patrick, quant à lui, donc son mari, qui va prendre enfin son congé paternité, mais il va avoir beaucoup de mal à quitter le commissariat et ses collègues, surtout qu'il va y avoir encore une affaire de meurtre. Évidemment, on est quand même sur du polar suédois, donc forcément qu'il y a des meurtres. Erika va confier la médaille nazie de sa mère pour expertise auprès de Eric Frankel, qui est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, ancien professeur d'histoire à la retraite. Sauf que quelques semaines plus tard, Eric va être retrouvé assassiné dans sa maison. Évidemment, le commissariat et tous les collègues de Patrick qui ne sont pas en congé paternité vont essayer de résoudre ce meurtre et trouver le coupable, et on va naviguer entre passé et présent comme souvent dans les livres de Camille Lagerberg, et notamment à travers les journaux intimes de Elsie, parce qu'elle était adolescente en fait pendant le milieu des années 40, et avec toute sa bande de copains de l'époque, on va voir que Elsie cache un terrible secret qui l'a hanté toute sa vie, puisqu'elle a toujours été très froide et très distante par la suite avec ses 2 filles, Erika et sa petite sœur Anna. Et Erika a énormément souffert en fait du fait qu'elle ait eu une mère si peu présente, si peu aimante. Et on va comprendre pourquoi dans ce livre, alors que voilà, ça fait 4 tomes qu'on se demande mais pourquoi Elsie, donc qui est un personnage mort depuis longtemps mais on en entend beaucoup parler, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Elle a été comme ça. Et on le comprend enfin dans ce tome-ci et j'ai trouvé ça super cool. À chaque fois, Camille Lagerberg, moi je trouve c'est des lectures doudou. C'est jamais des coups de cœur, c'est jamais waouh, mais c'est toujours agréable. C'est des pavasses qui font 500 ou 600 pages, mais ça se lit tout seul. Et ce que j'aime beaucoup dans la plume de cette autrice, c'est qu'elle sème petit à petit au gré de ses tomes, au gré de ses pages, des réflexions. Elle dénonce certains côtés, là on va parler notamment de tolérance, d'homosexualité, de parentalité, de la différence entre les hommes et les femmes, est-ce que la parité existe vraiment, ce genre de choses, et c'était super cool. Voilà, moi je vous recommande cette saga et je lirai la suite avec grand plaisir. Je continue ensuite avec Psycho Killer de Anonyme aux éditions Le Livre de Poche. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour la saga du Bourbon Kid de Anonyme. On est sur du thriller fantastique, absurde, avec énormément d'humour noir, très cinématographique, un peu à la Tarantino, avec un côté un petit peu trash et vulgaire. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, ça passe ou ça casse, en général il n'y a pas de juste milieu, mais moi j'adore cette saga. Et Psycho Killer, c'est le tome 4.5 de la saga, donc un tome hors série entre le tome 4 et le tome 5. Et ce tome-là, Psycho Killer, va parler de l'Iroquois, le personnage qu'on retrouve ensuite dans le tome 5, le pape, le kid et l'Iroquois. Joey Conrad, alias l'Iroquois, c'est un serial killer surentraîné qui a subi en fait des tests par rapport au gouvernement et qui va être lâché dans la petite ville de B-Movie Hell, qui est en fait gouvernée par un patron de maison close, donc Melkamp, qui a à peu près tous les commerces de la ville. Il a tous les habitants de la ville à sa botte et il tient une maison close dont Bébé fait partie. Donc Bébé, une jeune femme de 20 ans qui est obligée en fait de se prostituer parce qu'elle vit un petit peu cloîtrée dans cette maison close qui s'appelle le Minou Joyeux.
Et l'Iroquois va débarquer dans cette ville pour la libérer. Voilà, elle rêve que d'une chose, c'est de s'enfuir. Et lui, il est venu spécialement pour la libérer, sauf qu'il massacre à peu près tout ce qui bouge sur son passage. Évidemment, tous les habitants de la ville vont être contre l'Iroquois et essayer de garder bébé chez eux. J'ai trouvé ce tome sympa, il m'a quand même manqué la partie fantastique qu'on retrouve dans la saga principale, à savoir tout ce qui est vampires, loups-garous, momies, zombies, le diable, les cavaliers de l'apocalypse, etc., etc. Là, il n'y avait pas du tout de fantastique. Après, j'ai beaucoup aimé Bébé et l'Iroquois, que je connaissais déjà à travers le tome 5 et le tome 6 de la saga principale, puisque je ne les ai pas lus dans l'ordre. J'ai adoré aussi retrouver Jasmine, qu'on retrouve plus tard également. Il m'a énormément manqué les personnages chouchous que j'adore dans la saga principale, à savoir le Bourbon-Kid en personne, et puis Sanchez aussi, Sanchez, le barman loser, que j'adore tellement dans cette saga. Mais après, c'était sympa, ça m'a fait patienter avant l'arrivée du tome 7, qui s'appelle Que le diable emporte, qui sort au mois d'août, le 22 août chez Sonatine, et il me tarde, vous savez pas à quel point. Donc voilà, ça m'a fait patienter, c'était sympa, pas le meilleur de la saga, mais voilà, c'était sympa. J'ai ensuite lu un classique, puisque j'aime beaucoup lire des classiques l'été, puisqu'on a plus le temps de lire et de savourer des classiques, et moi cette année j'ai lu encore Émile Zola avec La fortune des Rougons. Ici, c'est quoi comme édition? C'est une vieille édition France Loisirs que j'avais dénichée chez Emmaüs. Donc, Émile Zola, c'est mon auteur préféré de classique français. J'adore le 19e siècle, j'adore le naturalisme. Il a une plume assez incroyable, un peu chirurgicale et distante, mais super. Alors, la saga des Rougon-Macquart, c'est 20 tomes, une fresque familiale gigantissime. Moi, je ne les lis pas dans l'ordre parce que j'avais commencé par Nana. Après, j'avais lu Pot-Bouille pour un cours à la fac, je crois. J'avais lu Au bonheur des dames, qui est mon préféré à ce jour et reste mon préféré. L'Assommoir m'avait un peu moins convaincue. Ensuite, j'avais lu Son Excellence Eugène Rougon, et l'année dernière, suite à vos votes Instagram, j'avais lu Germinal, que j'avais énormément aimé. Et cette année, j'avais envie de lire le premier tome de la saga, La fortune des Rougons, qui est en fait vraiment le premier, la genèse de la famille des Rougon-Macquart. Pour l'histoire, on va suivre donc Adélaïde Fouque, qui est tout part de elle, c'est un peu l'aïeule de la famille. C'est une jeune fille de 18 ans qui va se retrouver orpheline. Sa mère va mourir et va lui léguer en fait une exploitation maraîchère. Elle va épouser un de ses employés, Pierre Rougon senior du coup. Elle va rester 1 an et demi avec lui avant qu'il ne décède. Elle va avoir un enfant qui va s'appeler Pierre Rougon, du coup junior. Et Adélaïde va ensuite s'enticher de son voisin Macquart, qui est plutôt mal vu. C'est un marginal, braconnier, il vagabonde dans la forêt, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et elle va vivre de nombreuses années avec lui, sans être unie par les liens du mariage. Donc forcément ça fait beaucoup jaser dans le voisinage surtout. Et avec Macquart, elle va avoir 2 enfants illégitimes, Antoine et Ursule. J'ai oublié de vous dire, on est dans la petite ville de Plassans, dans le midi de la France. Alors c'est une ville fictive inventée par Zola, mais qui pourrait se rapprocher de Aix-en-Provence. C'est la ville dans laquelle il a grandi. Et on est en 1851, durant l'insurrection des provinces, en fait la révolution insurrectionnelle contre le coup d'état de Napoléon III. Puisque jusqu'à présent on était sous une république, en fait il était Louis-Napoléon président de la République, sauf qu'il a fait un coup d'état pour restaurer l'Empire et devenir Napoléon III, donc le neveu de Napoléon Ier. Évidemment en province ça se passe super mal, ils sont pas du tout d'accord, ils sont contre l'Empire et pro-républicain en fait. On va avoir une ellipse, on va se retrouver en 1851, on va retrouver Pierre qui est marié à Félicité, donc Pierre l'enfant aîné de la famille, qui lui se considère comme l'enfant légitime, l'héritier de sa mère, donc il va magouiller pour avoir tout l'héritage et disqualifier son frère et sa sœur, bâtard. Et Félicité et Pierre, ils ont qu'une seule identité, c'est faire fortune. C'est un peu le goal de leur vie, quoi. Alors ils ont tout essayé, le commerce d'huile, ensuite ils ont fait faire des études à leurs 3 garçons, pour se dire voilà, ils vont être instruits, il va y avoir un retour sur investissement. Et ensuite ils vont décider de se lancer dans la politique et se dire bon allez, on va faire salon, on va devenir riche, etc. grâce à la politique. Donc bon, au départ ils sont monarchistes, ils veulent que
la monarchie se réinstaure, sauf qu'ils vont vite sentir le vent tourner pour l'Empire, donc ils vont devenir bonapartistes. Et en parallèle de ça, Antoine Macquart, donc le demi-frère de Pierre, va revenir à Plassans et va accuser son frère d'usurpation d'héritage. Il va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à Félicité et Pierre. Et il va se proclamer républicain, puisque les autres sont bonapartistes, donc lui il va devenir républicain. Mais en vrai, tout le monde s'en tape de la politique. Ce qu'ils veulent, c'est juste le flouze. Moi j'ai trouvé ça super, j'ai adoré voir la genèse de cette famille. Je me suis même amusée à faire l'arbre généalogique en fait, puisque je connaissais déjà Gervaise, Nana, Étienne, etc. Et j'ai vu leur origine en fait à travers ce livre. Je trouvais ça cool. Après j'ai trouvé que c'était moins poignant que Germinal au niveau des mouvements de foule, du côté un peu révolutionnaire. Mais j'ai beaucoup aimé retrouver l'opinion publique changeante en fonction des humeurs des uns et des autres qu'on retrouve dans son excellence Eugène Rougon, qui est d'ailleurs le fils de Pierre et Félicité. Ils sont ultra arrivistes, Pierre et Félicité, mais c'est tellement drôle et en même temps pathétique. Et voilà, moi j'adore Zola, je les savoure petit à petit, j'en lis un tous les ans à peu près et vraiment je ne peux que vous conseiller de lire cet auteur, c'est trop génial. Je pourrais en parler pendant des heures mais on va arrêter là, hein, sinon ça va être trop long. Ensuite, dans le cadre du challenge des 4 maisons organisé par Zoé de la chaîne Bulle de mots, j'ai lu Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb aux éditions Point. Donc c'était un livre qu'il fallait lire en une journée et vu qu'il fait 180 pages, c'était plutôt facile. Ici on va suivre Prétextat Tache, qui est un vieillard de 83 ans malade, il se meurt d'un cancer des cartilages. C'est un célèbre écrivain prix Nobel de littérature et qui accepte dans ses vieux jours, avant de mourir, de rencontrer des journalistes pour faire des interviews. Alors les 3 premiers journalistes arrivent et ils se font maltraiter par le vieillard qui est méchant, qui est cruel, qui est odieux, qui prend un malin plaisir à les faire tourner en bourrique. Et voilà, ils s'en sortent pas en fait, les 3 premiers journalistes. Puis arrive la 4e, Nina, qui est la seule femme de l'équipe et qui arrive à venir à bout du vieillard et lui faire cracher son secret, un terrible secret qu'il garde depuis des années. Ça va parler énormément de choses, on est vraiment sur un livre très bavard, comme la plupart des Amélie Nothomb. Moi ça m'a fait beaucoup penser au théâtre de l'absurde, un peu à la Ionesco, avec ses dialogues un petit peu. Il y a énormément de thématiques abordées qui sont chères à l'autrice, notamment la monstruosité, la laideur, l'obésité, le féminin, l'enfance, mais aussi la figure tutélaire de l'écrivain, puisque voilà, on va parler quand même de l'écrivain. Ça pose aussi la question de savoir est-ce qu'un livre peut changer un lecteur après qu'il l'ait lu. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis il y a énormément de références à la littérature classique, notamment à Céline, à Victor Hugo, à Sartre, etc. Donc ça j'adore. Passe un super moment de lecture, ça se lit super bien et à chaque fois Amélie Nothomb fait des tout petits livres tout courts mais qui sont quand même assez denses et assez riches, qui amènent une réflexion et je trouve ça cool. Et en plus c'est son premier roman qu'elle a écrit et je trouve ça génial. Voilà, c'était vraiment cool. Et pour finir, vous n'êtes pas sans savoir que le livre de poche, les éditions Le Livre de Poche ont réédité dernièrement de certains titres de Agatha Christie. Donc moi je suis une grande fan d'Agatha Christie. J'essaye de lire tous les Agatha Christie dans ma vie et cette année je me suis challengée de lire au moins un par saison. Donc je n'avais pas lu celui de l'été et vu que le Livre de Poche lance une grosse lecture commune autour du hashtag Je lis Agatha Christie et que le titre mis en avant au mois de juillet était Les vacances d'Hercule Poirot, titre de circonstance, je me suis dit que j'allais le lire, d'autant plus que je l'avais dans ma palle, dans une magnifique édition que j'ai dénichée en boîte à livres. Donc là c'est un double tome, donc il y a Les vacances d'Hercule Poirot et La mort n'est pas une fin, mais je n'ai lu que Les vacances d'Hercule Poirot. En plus il est illustré, donc ça c'est super cool. Hop, voilà. Je vais vous montrer une autre illustration. J'ai beaucoup aimé cette enquête de Hercule Poirot. Hercule Poirot va être en vacances sur l'île des contrebandiers où il y a un magnifique hôtel pour les vacanciers plutôt aisés, donc le Joyeux Roger. Et on va voir toute une galerie de personnages qui séjournent là. On a un couple d'Américains dont la femme est hyper bavarde, elle ne cesse jamais de parler. On a un couple de jeunes anglais fraîchement mariés, on a un vieux révérend, un colonel, on a aussi une styliste de mode assez réputée et puis on a surtout
une famille un petit peu recomposée, un peu dysfonctionnelle qui fait beaucoup jaser. On a le capitaine Marshall, le père, sa fille de 16 ans, Linda, mais aussi la nouvelle femme du capitaine Marshall, Arlena, qui est une célèbre actrice qui fait tourner toutes les têtes. Voilà, tous les hommes sont amoureux d'elle, succombent à ses charmes, et puis elle aime beaucoup séduire, jouer avec le feu, parfois même devant les yeux de son mari. Et les femmes évidemment jalouses et détestent Arlena, donc autant vous dire qu'elle ne se fait pas beaucoup d'amis parmi les vacanciers. Un beau matin ensoleillé, le corps d'Arlena va être retrouvé sans vie sur une plage, une crique de l'île. Et évidemment, Hercule Poirot va devoir écourter ses vacances pour aider la police à trouver le coupable. Évidemment, j'ai pas vu venir la fin, c'est encore une démonstration du génie de Hercule Poirot. C'était vraiment hyper bien ficelé, c'était vraiment génial. Voilà, au niveau de l'intrigue, j'ai rien à dire. Les personnages sont certes un peu clichés, stéréotypés, mais ça fait partie aussi du charme d'Agatha Christie. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette enquête. Par contre, la toute fin, en général, pas toujours, mais dans la plupart des Agatha Christie, il y a un épilogue un peu happy ending où il est question de mariage entre deux personnages qui se connaissent depuis 5 minutes. Et là, ça n'a pas loupé, sauf que voilà, en général ça me fait grincer des dents, ça me fait lever les yeux au ciel, j'aime pas trop ça. Mais là c'était encore pire dans celui-ci, puisque non seulement l'homme demande à la femme de se marier avec lui, mais lui demande de tout quitter, c'est-à-dire son job, parce qu'elle est une femme d'affaires autonome, indépendante, qui a monté sa propre entreprise qui fonctionne bien d'ailleurs. Et ben il lui demande de tout quitter pour aller vivre à la campagne avec lui. Et en plus, il fait passer son job pour une espèce de petit passe-temps, de caprice de femme, comme ça. Et elle fait mine de râler un petit peu 5 minutes, quoi. Et puis finalement, elle dit, bon ok, par amour pour toi, je quitte tout pour aller vivre à la campagne avec toi. Moi j'étais là, mais il n'y a pas plus anti-féministe que ça. C'était, ça m'a choquée. Bon après, je sais, Agatha Christie, c'est le début du XXe siècle, c'est une autre époque, mais quand même, quoi. J'étais là, ah. Du coup j'ai adoré cette enquête, mais ça a fait un peu plouf à la fin, ça m'est retombé comme un soufflé parce que cette fin c'était horrible. Mais bon, à part ça, c'était quand même une bonne enquête d'Hercule Poirot que je vous recommande. Et puis je lirai du coup La mort n'est pas une fin en automne, je pense, comme ça j'aurai fini ce livre. Et c'était cool. Voilà, j'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si ça vous donne envie de lire certains de ces titres. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos lectures si vous avez fait de belles découvertes. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très belles lectures, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et bon courage à ceux qui travaillent, et je vous dis à bientôt. Ciao!